OK, merci Zaina. Merci à Zaina Zalouk puis à Annabelle Pronovo de m'avoir invité à présenter l'atelier déjà l'automne dernier. Donc, ça s'est quand même préparé de longue date et je remercie les personnes organisatrices qui ont prévu cette activité-là, que je trouve super intéressante. Donc, je les remercie. Donc, comme je disais, c'est un travail exploratoire. Il y a une exploitation aussi partielle des échanges conversationnels avec ChatGPT, mais je ne suis pas allé très loin sur ce plan-là. Ce que je peux vous dire, c'est que ChatGPT ne répond pas de façon satisfaisante à toutes les questions que j'ai conçues. Alors, c'est encourageant, mais il y a des améliorations qui sont possibles. Donc voilà un petit peu pour la présentation. Le contexte, la préoccupation de départ, je dirais, pour cet atelier, puis pour beaucoup d'enseignants, je pense, en traduction, je pense que je me ferai pas... je pense que beaucoup d'enseignants partageront cette préoccupation-là, c'est que les étudiants nous demandent, le marché nous demande, le milieu nous demande d'intégrer le plus possible des outils d'aide à la traduction dans notre enseignement. Le problème, c'est un problème, dans le fond, de fond, qui a trait à la pertinence de l'utilisation d'un outil, c'est-à-dire que quand moi, je vais vous évaluer votre travail en traduction, est-ce que j'évalue vos compétences en traduction ou j'évalue vos compétences à utiliser les outils pour traduire? Donc, c'est un problème un peu fondamental qui empêche l'intégration pédagogique des outils d'aide à la traduction. Je vous ai mis le concept d'alignement pédagogique, c'est ça, c'est que quand on prépare un cours, on a des compétences qu'on veut faire acquérir aux étudiants, et si les activités d'apprentissage puis les évaluations ne sont pas alignées sur ces compétences-là, ben on a un défaut d'alignement, un peu comme en traduction, quand vous avez un texte, un bitexte, vous avez des erreurs techniques d'alignement. Ben, c'est un peu la même chose avec l'alignement pédagogique. Si les conditions ne sont pas idéales, ben, il y a un défaut d'alignement et on n'évalue pas dans ce sens-là vos compétences en traduction. Donc pour moi, c'était important de bien indiquer. C'est un problème ontologique fondamental que je ne suis pas le seul à mentionner. Tous les enseignants ont cette hésitation-là. Donc si vous vous demandez pourquoi on n'utilise pas des mémoires, pourquoi on n'utilise pas de ChatGPT, pourquoi on n'utilise pas la traduction automatique dans vos cours, c'est en partie pour cette raison-là. Pas uniquement, mais c'est en partie pour cette raison-là. Donc ça, c'est une mise en garde, donc une mise en contexte, si vous voulez. Donc apprendre la traduction idiomatique, qu'est-ce que c'est? Ben, dans le fond, la traduction idiomatique, c'est comme n'importe quelle traduction, c'est un processus, puis c'est un résultat. Donc, d'une part, je répartirais ça en compétences techniques de base. Donc, comprendre, ça se passe à la fois dans la langue source et dans la langue cible. Donc, on comprend dans la langue source, puis on utilise dans la langue cible. Donc, c'est savoir évidemment utiliser la terminologie, vous l'avez à l'écran, les bonnes collocations, la phraséologie, les constructions fréquentes et normalisées de rédaction. Donc, même si à proprement parler, il ne s'agit pas de rédaction. La traduction idiomatique comprend d'une certaine façon la rédaction puisqu'elle fait appel à des tournures stylistiques qui sont conventionnelles, qui sont normalisées. Donc, de cette façon-là, la rédaction entre dans la définition de la traduction idiomatique et les autres éléments culturels, si je peux dire. Dans un deuxième temps, la compétence technique, elle est plus avancée quand on sait reconnaître dans les textes traduits, dans les bitextes, des techniques et des stratégies de traduction de base. Donc, ces techniques, non seulement on doit les utiliser, mais on doit aussi les reconnaître dans les textes. Et c'est un peu des compétences qu'on va essayer d'aller travailler avec la méthode que je vous propose. Le deuxième volet, très important dans l'apprentissage de la traduction, c'est de développer son esprit critique. Donc, c'est analyser des traductions de manière à pouvoir départager les bonnes traductions des moins bonnes ou des plus appropriées dans un contexte donné. Donc, les compétences de base, je dirais, sur ce plan-là, de l'esprit critique, on l'oublie, mais c'est aussi la maîtrise des interférences. C'est savoir les éviter,
Donc, éviter le charabia. On peut parler ici, je trouvais ça intéressant de mettre en relation le translationese, dont on parle beaucoup dans les études en traductologie, avec le traduidu de Gaston Miron. Évidemment, la charge symbolique n'est pas du tout la même, mais je pense qu'il y a quand même une certaine équivalence entre les deux termes. Et donc, dans un deuxième temps, donc non seulement on doit éviter les interférences incorrectes, mais on doit aussi éviter les traductions littérales incorrectes. Donc, déplacer aussi sur ce plan-là le curseur de l'acceptabilité qui est la mienne, de l'acceptabilité sociale en même temps. Et dans une compétence peut-être plus avancée de l'esprit critique, on peut développer avec les étudiants une analyse, ce qu'on appelle une traduction argumentée. Donc, on cherche à faire choisir les étudiants différentes solutions, à choisir entre différentes solutions de traduction. Donc, qu'est-ce que ça implique, ce choix-là? Bien, formellement, ça implique d'exclure des choix de traduction qui sont inacceptables ou irréalistes. Ça implique de sélectionner des choix de traduction envisageables, puis parmi cet ensemble-là ou ce sous-ensemble-là, de choisir la traduction qu'on estime la plus appropriée par opposition à d'autres solutions de traduction. Donc, bon, vous le savez, nouvelle réalité, nouveaux principes. Donc ça, ce que je vous ai dit là, c'est un peu la trame de fond de l'approche de l'enseignement de la traduction. Maintenant, vous le savez, il y a la traduction automatique qui a fait son entrée, l'intelligence artificielle générative et la post-édition. Je vais peut-être passer plus rapidement sur ces éléments-là. Disons que ce que je pourrais dire, c'est que la traduction automatique, à mon avis, l'intelligence artificielle, c'est du transcodage, dans le sens où on pourrait paraphraser, dire en anglais, c'est du socially accepted code switching. Hein? Dans le fond, on fait juste prendre la structure, la construction du texte source, puis on transfère l'information en respectant la même construction. Donc, il n'y a pas de compréhension. Donc, ce qu'il faut dire, c'est qu'il n'y a pas de compréhension. Donc là, c'est un grand débat, bien sûr, je n'ai pas la réponse, mais il faut faire comprendre au grand public, puis aux principaux artisans, je pense qu'ils comprennent un peu quand même, que la qualité n'est pas nécessairement au rendez-vous avec cette méthode de travail-là. Ça fonctionne pour ce qui est du transcodage. D'ailleurs, le transcodage, il y en a eu de tout temps. Là. Il y en a eu avant l'intelligence artificielle, avant la traduction automatique. Quand moi j'ai appris la traduction, on disait de ne pas traduire avec les dictionnaires. Donc, ça revenait un petit peu à cette interdiction-là de ne pas utiliser la traduction automatique. Donc, le transcodage, ça fait partie de la traduction, c'est présent dans les méthodes de traduction. Le problème, c'est quand c'est uniquement cette méthode-là qui est utilisée, ça donne les résultats qu'on connaît. Donc, on a besoin, je pense, des professionnels pour piloter, si vous voulez, le travail ou les propositions que font les systèmes de traduction automatique. Donc, ce sont donc des exemples authentiques qui ont été exploités pour redonner, en fait, à l'utilisateur. Une autre critique qu'on peut faire, qui me semble importante, c'est que, bon, il n'y a pas de traitement du sens, il n'y a pas de traitement des concepts clés qu'on connaît, évidemment. Une critique aussi qui est fondamentale, je trouve, c'est que, dans le fond, la traduction automatique va toujours fonctionner pour des textes passés. Mais tous les nouveaux textes, toutes les nouvelles communications, elle n'est pas apte à bien exprimer des nouveautés. On le sait, pour les néologistes, tout ça, ce n'est pas le meilleur outil à utiliser pour la traduction automatique. Une analogie, un parallèle qu'on peut faire en finance, on dit souvent le passé n'est pas garant de l'avenir. Ben, en traduction non plus, la base de données n'est pas garante de la communication à venir avec nos clients, avec des interlocuteurs, etc. Donc, des nouvelles communications, si vous voulez. Donc, ce sont donc des outils, tout simplement. Ça m'amène à parler donc de l'arrivée en masse, je dirais, de la post-édition, donc qui est l'aboutissement logique de la méthode de transcodage. Donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on fait traduire par les systèmes de traduction automatique, vous le savez, puis on demande aux êtres humains de réviser. De plus en plus, je trouve que c'est une catastrophe pour la profession,
pour l'apprentissage, pas pour l'apprentissage, je vais vous le montrer ce soir, mais pour la profession, c'est vraiment une catastrophe parce que on reconnaît pas la charge mentale que ça représente de réviser une post-édition. Et évidemment, avec d'autres personnes aussi qui l'ont dit avant moi, c'est une catastrophe pour la qualité du français, pour l'usage du français qui est erroné, qui est fautif, qui n'existe pas et qui crée des interférences inutiles chez les usagers, chez les utilisateurs. Donc, on ne sait pas qu'est-ce qui va advenir, mais disons que les signaux qu'on a ne sont pas très positifs par rapport à cet aspect-là dans la profession. Bon, donc les pratiques enseignantes de la traduction, on doit composer avec ces nouvelles réalités, donc on doit tenir compte du fait que le marché a changé. Par exemple, avant, quand moi j'ai commencé, on traduisait essentiellement toute la journée. Maintenant, avec le changement des méthodes de travail, on fait de la révision en même temps qu'on traduit. C'est-à-dire qu'on a des données qui proviennent des mémoires de traduction, on a des données qui proviennent de la traduction automatique, j'imagine, ou des concordanciers. Donc, on fait, d'une certaine façon, la révision est plus présente dans le travail des traducteurs. Donc ça a un impact pour moi dans ce que j'enseigne aux étudiants à traduire. Je dois pas, non seulement, donc je dois éviter de centrer ou focaliser l'apprentissage sur uniquement la production de la traduction, mais aussi faire travailler la réflexion, l'analyse critique, la révision d'un texte traduit. Donc, bon, c'est la même chose aussi au point de vue de la pédagogie. On sanctionnait beaucoup les erreurs, les fautes. Aujourd'hui, on se concentre plus sur les écarts, donc les translation shifts et les décalages donc, de sens et d'informations qu'on trouve dans la traduction par rapport au texte source. Donc ça, c'est quelque chose sur quoi j'ai beaucoup travaillé. Je n'élaborerai pas là-dessus, mais disons que c'est la situation d'enseignement à partir de laquelle je suis parti et que ça m'a poussé à inventer un peu cette nouvelle méthode, si vous voulez. Donc, je pense qu'en même temps, on peut en profiter aussi pour dépoussiérer la présentation des objets d'apprentissage. Les objets d'apprentissage n'ont pas changé tellement. On parle toujours des termes, des concepts, des techniques de traduction, la formulation correcte en français, donc la phraséologie, le style, les bonnes collocations. Les bonnes collocations, ça, c'est un gros morceau. On le sous-estime énormément. Là, ce soir, je n'aurai pas le temps d'en parler de façon détaillée, mais il n'y a personne, à ma connaissance, qui a montré comment on apprend les collocations. Tout le monde dit c'est important, il faut les connaître, il faut maîtriser la bonne collocation, mais comment on l'enseigne? Même moi, je ne suis pas tout à fait satisfait, mais j'ai fait quelques essais, alors j'aurai l'occasion peut-être de vous montrer un peu qu'est-ce que j'ai fait. Les stratégies de rédaction, donc évidemment la rédaction épicène, c'est là quand même depuis un certain temps, le langage simple, la vulgarisation, l'explicitation, dans le cas de la traduction financière, le français des affaires, donc il faut connaître un peu ces stratégies de communication appliquées, si on veut, à la traduction. Et aussi, ben, les connaissances spécialisées, on n'en parle pas beaucoup non plus, elles sont présentes, mais comment on les communique, comment on les acquiert, comment on les intègre, bien, on sait que c'est important, mais il n'y a pas vraiment de pédagogie, je dirais, pour l'apprentissage de ces notions-là. On a présumé qu'en lisant les textes, les étudiants feraient l'acquisition, dans le fond, de ces connaissances-là. Donc, la méthode que je vous propose, c'est la méthode des questions directes, tout simplement. C'est pas plus compliqué que ça. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que moi j'ai fait? Bon, c'est sûr que j'ai commencé par m'intéresser au corpus parallèle. Ça fait partie de mes intérêts de recherche. J'ai étudié différents algorithmes à partir de corpus parallèles, mais je me suis rendu compte qu'on pouvait utiliser aussi ces textes-là, ces bitextes-là, dans l'enseignement de la traduction, en faisant le repérage des relations puis des écarts de traduction dans ces bitextes-là. Donc, j'ai fait quelques essais. Donc, dans ce contexte-là, la traduction automatique sert à la fois d'exemple à suivre, parce qu'il y a des bons éléments, puis d'exemple à ne pas suivre également. Donc, il s'agit de faire une analyse critique dans l'évaluation des traductions proposées par les systèmes de traduction automatique. Donc,
concrètement, ben, cette méthode-là de questions directes, pourquoi elle s'appelle des questions directes, c'est que je vais utiliser le bitexte que vous avez eu aussi, que je vous ai fait distribuer. Puis avec ce bitexte-là, je vais concevoir des questions simples ou plus ou moins détaillées. Puis avec ces questions-là, on va valider s'il y a la compréhension, par exemple, d'une colocation, de d'autres concepts clés que je viens de mentionner. Et bon, on peut faire une gradation aussi, on peut avoir des questions un peu plus faciles sur des objets plus mieux connus, plus facilement reconnaissables, puis des questions à développement un peu plus complexes, un peu plus qui permettent de s'appuyer sur une analyse critique plus approfondie. Donc, les objets de la connaissance que je vais voir un peu avec vous très sommairement, là, ce sont ces objets-là, ce sont des compétences grosso modo, et chacune de ces compétences-là, on va essayer d'explorer une ou deux questions que je vous propose à partir du texte, du bitexte. Donc, on a les techniques de traduction. Donc, c'est grosso modo, c'est les mêmes compétences que j'ai mentionnées plus tôt. Il y a donc les techniques de traduction, les interférences et les biais cognitifs. Ça, les biais cognitifs, c'est intéressant parce qu'on peut demander aux étudiants de formaliser c'est quoi le biais. Dans le sens où, tu sais, si on peut dire, par exemple, je ne sais pas moi, il y a des anglicismes qui, dans certains contextes, sont tout à fait acceptables. Donc, on ne peut pas dire tel mot, c'est un anglicisme. Dans certains contextes, ça peut être un mot tout à fait acceptable. Donc, de formaliser le biais cognitif, c'est de décrire dans quel contexte, dans quelle situation le biais va être erroné, il va avoir une influence néfaste, si on veut, sur la traduction. Et il y a deux types de biais qui sont mentionnés dans la littérature, donc les biais d'ancrage, les biais d'amorçage. On va regarder un petit peu la différence entre les deux que je propose là. Donc, voilà pour les interférences. L'optimisation et la valeur ajoutée des traductions. Bon, évidemment, ça, je pense que d'autres auteurs en ont parlé. On voit bien que les traductions automatiques peuvent être optimisées, peuvent être améliorées en l'aide des principes de rédaction, de bonne rédaction et de style. Donc, on va voir un peu quelques exemples qu'on peut retrouver sous cette rubrique. Les erreurs de traduction, ici, vous avez les 7 principales erreurs là, qui sont traditionnelles. Donc, vous avez omission, surtraduction, ajout, sous-traduction. Et vous avez donc faux sens, contresens, non-sens. Ça, c'est intéressant parce que c'est un bagage qu'on a en français qu'on n'exploite pas assez en traduction parce que ça nous permet d'expliquer certaines erreurs. C'est pas infaillible, c'est pas des critères scientifiques, mais c'est un bagage intéressant de métalangage et de connaissances sur la traduction. À ce sujet-là, à la pause, je ne sais pas quand est-ce qu'on prend une pause, pour les gens qui sont en ligne, je vais vous donner un lien. Vous pourrez faire un petit questionnaire sur les omissions, les sous-traductions, les ajouts, puis les sur-traductions. C'est anonyme, donc si jamais vous voulez me laisser un message dans le questionnaire, peut-être juste utiliser le champ commentaire, puis me faire part de votre commentaire. Si vous voulez rester anonyme, il n'y a pas de problème, ça va être anonyme. Donc, c'est juste une dimension que je n'aborderai pas ce soir, mais que je trouve intéressante d'aborder dans un cours de traduction. Bon, évidemment, la bonne colocation aussi, c'est super important, je l'ai mentionné. Ça va de pair avec les expressions idiomatiques. Puis aussi, évidemment, dans le cas de la traduction spécialisée, ben, on a la terminologie spécialisée, donc la compréhension en anglais, puis la vulgarisation en français. Donc, pour vulgariser, c'est important de comprendre. Donc, c'est pour ça que la terminologie spécialisée, c'est pas juste des coquilles, c'est pas juste des mots, c'est aussi des concepts. Donc, on va avoir des exemples tout à l'heure avec private equity qui est dans le texte. Justement, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça représente? Ben, on va l'examiner ensemble tout à l'heure. Donc, le bitexte, donc j'arrive au bitexte authentique que je vous ai remis pour vous en parler brièvement. C'est un article donc qui est paru dans la revue The Atlantic, qui est publié en ligne. C'est un article semi-spécialisé sur les finances et l'économie, d'accord? C'est pas un texte spécialisé dans le sens que un vrai texte spécialisé, c'est quoi?
c'est un texte qui s'adresse à des spécialistes. Ici, on a affaire à un texte qui est semi-spécialisé parce qu'il s'adresse au grand public. Donc, c'est la raison pour laquelle, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de terminologie spécialisée ou qu'il y a pas de, que c'est pas aussi spécialisé qu'un autre type de texte. Donc, la principale différence, c'est vraiment cet aspect-là, le public. Donc, le sujet de l'article, c'est essentiellement l'existence ou la cohabitation, qui n'est pas tout le temps heureuse selon l'auteur, entre deux secteurs privés, dans le fond, le secteur des sociétés cotées à la bourse, donc qui ont cédé leurs actions en circulation à la bourse, qui sont inscrites à la cote d'une bourse. Et ce que ça veut dire pour une entreprise, ça veut dire qu'elle doit publier des états financiers régulièrement, à chaque année. Elle doit faire état de tous les changements qui surviennent dans sa direction. Donc, il y a des exigences, si on veut, normalisées dans le fait d'être une société cotée à la bourse. Contrairement justement à d'autres types d'opérations, je dirais, parce que c'est pas tout le temps des sociétés qui mènent ces opérations-là, mais c'est souvent le cas. Donc, les autres opérations dont fait état l'auteur, ce sont des opérations d'achat, de vente de sociétés, mais menées le plus souvent par des fonds, si on veut, des fonds de placement, des fonds communs, qui investissent en achetant et en revendant des sociétés. C'est rarement des particuliers qui font ce type de transactions ou d'opérations. Et ce que dénonce l'auteur, donc, c'est l'augmentation du nombre d'opérations qui s'effectuent donc sous ce couvert-là, de ce type-là. Donc, lui appelle ça en parallèle du marché officiel de la cote. Donc, qu'est-ce qu'il constate? Il constate qu'il y a une décroissance des sociétés cotées, puis il y a une augmentation des sociétés qui ne sont pas cotées. On verra pour la terminologie, en anglais, on dit public companies, OK? Vous avez bien vu, j'imagine qu'il s'agit ici d'un anglicisme pour ne pas dire société publique, parce qu'en français, le mot public, il renvoie à d'autres réalités, notamment à la réalité d'un État. Donc, on parle d'organismes publics, donc qui appartiennent au secteur public, qui sont financés, si vous voulez, par des États. Donc, par contre, et la même chose pour les sociétés privées, on le voit, sociétés privées en français, mais c'est moins usité, je dirais, qu'en anglais pour private company. D'une part, parce que société privée, ben là, vous voyez tout de suite l'ambiguïté. C'est que ça peut être à la fois les fonds dont on parlait tout à l'heure, qui effectuent des opérations en parallèle du marché, en dehors des cotes. Puis ça peut être aussi les sociétés cotées ou les sociétés dont les actions sont inscrites à la bourse. Donc, ces nuances-là, vous voyez, c'est important de les comprendre quand on aborde le texte pour comprendre un peu qu'est-ce que dénonce finalement l'auteur. Donc voilà, en gros, là, je ne sais pas si ça éclaire un petit peu la nature du texte. Est-ce que tout le monde avait compris un peu ces éléments d'information-là, j'imagine. Donc, je voulais juste le parcourir rapidement. Donc voilà pour le contexte. Dans le bitexte, je vous ai donné aussi les similitudes cosinus qui sont calculées avec un algorithme en Python que j'ai utilisé pour établir la similitude. Ce que je trouvais intéressant, pourquoi je l'ai mis, c'est pour vous montrer que ça reste des chiffres. Ça ne nous dit pas en quoi telle phrase, telle traduction est plus proche ou plus éloignée d'une autre traduction. Donc, on est vraiment dans l'abstraction. C'est le concept de la boîte noire qu'on dénonce souvent à propos de l'intelligence artificielle. Elle nous propose des éléments, mais on ne sait pas, il n'y a pas de hiérarchie, il n'y a pas d'explicitation non plus de qu'est-ce qui nous est proposé. Donc, les autres caractéristiques, la distance de Levenshtein, donc la distance d'édition qui est utilisée dans les mémoires de traduction. Vous connaissez un peu les mémoires de traduction. Ce qui est important de savoir pour la distance d'édition, c'est que c'est un truchement. Quand on utilise une mémoire de traduction, on ne mesure pas la distance d'édition entre ce qui a déjà été traduit
En fait, oui, ce qui a déjà été traduit, mais le texte source. Et on compare deux textes sources, et non pas le texte source et le texte cible. Donc, je voulais juste faire... donc, évidemment, c'est sûr que ces données-là ne sont absolument pas utiles pour nous en traduction. C'est ça que je voulais un peu montrer, c'est que même si vous avez la plus grande précision avec ces données, ça vous donne absolument rien parce que en traduction, on ne calcule pas par caractère, on ne fonctionne pas de cette façon-là, mais c'est comme ça que les algorithmes fonctionnent. Donc, bon, j'avais pour vous, donc, pour faire un exemple, donc, quand j'ai élaboré ma méthode, j'ai commencé par faire réviser des textes post-édités. Là, vous en avez un exemple ici. Vous avez un extrait, là, le segment numéro 55, avec la traduction post-éditée. Donc, de façon générale, si je vous demande de réviser le segment suivant en repérant les erreurs de traduction et les corrigeant, ma constatation, peut-être on ne fera pas l'exercice nécessairement, mais ma constatation, c'est que souvent, il y avait un sous-repérage des erreurs. C'est-à-dire que souvent, les étudiants puis les apprenants, c'est normal, ne voyaient pas aussi bien que moi ou que d'autres enseignants les erreurs qu'on pouvait détecter dans le texte. Par exemple, ici, là, on voit le mot industrie. Bon, ben, le fait que le mot industrie, c'est un biais cognitif, parce que le fait que le mot industrie est utilisé en français, c'en est un dont je parlais un peu plus tôt, là, les mots équivoques. Dans certains cas, industrie, c'est un bon mot, mais dans ce cas-ci, c'est pas le mot approprié parce qu'on parle d'une activité de service, une activité plus financière. Donc, on ne parle pas... Normalement, en français, l'industrie, c'est la transformation des matières premières. C'est quelque chose qui appartient à un type d'activité bien défini. Donc, par abus de langage, on le voit à l'industrie, mais ce n'est pas le choix le plus heureux. Donc, peut-être quelqu'un qui va réviser ça va dire, bon, je le laisse passer, c'est pas si pire. Industrie de plusieurs milliers de milliards de dollars. Donc, multi-trillion, ben, on va y revenir tout à l'heure. Je vais l'aborder un peu plus tard. Pour le reste, ben, il y a évidemment le verbe opérer, qui est un anglicisme aussi qu'on voit de plus en plus. Donc, si on le voit écrit en français, ben, on n'aura pas... C'est un effet du biais dont je parlais un peu plus tôt. On n'aura pas le réflexe peut-être de le corriger. Bon, les contrôles réglementaires au public, ce qu'on peut dire ici, si on veut être quand même plus précis, il ne s'agit pas d'un contrôle public nécessairement, mais il s'agit d'un contrôle de la part du grand public ou de la population en général. Ce qui est rendu possible avec les sociétés ouvertes qui, en ayant leurs états financiers publiés sur un site, ben, ça permet au grand public et à la population de se renseigner sur les activités et la rentabilité de cette entreprise. Donc ici, public est peut-être pas le meilleur choix non plus. Donc, c'est certain que si on lit rapidement, on pourrait aussi considérer que c'est acceptable puisque aussi il y a un autre aspect aussi dont il faut tenir compte, c'est que si on n'a pas de suggestions intéressantes à proposer, des fois, il vaut mieux laisser la traduction telle qu'elle est. Mais comme on est dans un cours d'apprentissage, on va aller le plus loin possible dans la remise en question de la traduction. Donc, on pourrait dire ici sans presque aucun contrôle réglementaire ou de la population ou du grand public. Ce serait déjà beaucoup mieux, plus précis par rapport à ce qu'on veut dire en anglais. Donc, voilà l'exemple que je voulais vous donner. Donc, je les ai soulignés ici. Bon, capital investissement. Donc, ça, il s'avère que c'est une bonne traduction. Si vous allez dans Ternium, vous allez avoir l'investissement en capital ou le capital investissement, le non composé. Donc, il n'y a rien de particulier à dire. Peut-être mentionner que pourquoi on appelle ça, je ne sais pas exactement pourquoi on appelle ça investissement en capital, mais c'est le terme consacré. Ce qu'on peut comprendre, c'est que pourquoi on parle de capitaux, c'est parce que dans les entreprises, dans les états financiers, il y a une notion qu'on appelle les capitaux propres, et ce sont des sommes accumulées par l'entreprise quand elle mène ses activités. Donc, probablement qu'il y a un lien ici
avec le mot capital, puis les capitaux propres de l'entreprise ou de la société. Donc, un investissement en capital désigne donc un investissement qui est fait en dehors des marchés boursiers, donc des marchés publics, si on veut. Donc, voilà en gros pour cet exemple-là. Donc, on voit que quand on demande de réviser, ben, les résultats sont sont moins heureux, si je peux dire, par rapport à la méthode que je vous propose ensuite. Donc, ici, ben, dans ce segment-là, il y avait Public Companies, j'en ai déjà parlé. C'est intéressant ici, les Paragons of Civic Virtue. Donc ici, il y a vraiment quelque chose d'intéressant. On n'oserait pas trop toucher à ça, hein. On sent déjà que c'est un petit peu délicat. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre plutôt que parangon? On pourrait mettre modèle, hein? Dans le fond, peut-être parangon, c'est pas impossible, mais c'est peut-être pas le mot qui se comprend le plus facilement, qui n'est pas le plus accessible à la compréhension. Et bon, vertu civique, bon, c'est pas la meilleure traduction. Est-ce qu'il y en a qui ont, bon, je ne l'avais pas distribué, hein, je pense les extraits, ils étaient pas, vous n'avez pas travaillé, vous n'avez pas eu l'occasion de le travailler, mais c'est sûr qu'ici, on peut utiliser d'autres nuances qui sont peut-être plus idiomatiques en français. Par exemple, le civisme, hein, la notion de civisme, ou une autre expression qu'on entend souvent, le sens du civisme aussi. Ça serait une autre possibilité qu'on pourrait utiliser là. Mais comme je vous dis, si je vous avais demandé de réviser ça, probablement que c'est pas nécessairement quelque chose que vous aurez voulu changer parce qu'il y a un doute aussi qui s'installe, il y a une hésitation, mais les traducteurs chevronnés, c'est quelque chose qu'ils vont spontanément pouvoir percevoir. Oui. François Lavallée a fait une proposition dans le chat. Oui, excellent. Je la vois pas, mais... Citoyenne modèle. Oui, c'est bon aussi. C'est une citoyenne. Donc, on voit la notion d'entreprise citoyenne, c'est déjà plus transparent par rapport à ce qu'on veut dire en anglais. Ça a été un emploi critiqué aussi, citoyenne, là, donc il y a une évolution. Il faudrait voir là, où on en est sur cette question-là, François, mais oui, je la prends comme une bonne suggestion, tout à fait. Donc, voilà un petit peu l'exercice. Donc, j'ai analysé le texte, le bitexte que vous avez parce que c'est nécessaire pour la préparation de la méthode directe. Donc, j'ai relevé donc 124 erreurs. Dans le fond, si je les compte là, assez rapidement. À ces erreurs-là, il faut ajouter aussi les vérifications faites pour des formulations douteuses. Donc, moi, j'avais un doute. Donc, j'ai pris le temps de faire la vérification. Quand on parlait tout à l'heure de la charge mentale accrue de la post-édition, ça, c'en est un exemple. On vérifie, par exemple, parangon. Moi, j'aurais eu le réflexe d'aller vérifier est-ce que c'est un mot qui s'utilise en français. Je ne le connaissais pas. J'avais une intuition sur ce mot-là, mais je dois vérifier mon intuition. Donc, ce temps-là que j'utilise pour valider des traductions qui se trouvent déjà, ça fait aussi partie du travail de révision. Or, la rémunération de la post-édition, elle ne tient pas compte de ça. Donc, c'est pour ça que ça devient un mode de fonctionnement qui est très difficile de soutenir sur le plan professionnel. Ça, c'en est des exemples très concrets. Donc, ça fait beaucoup d'heures pour une révision, finalement, ce qui correspond à, si on a un ratio de 1000 mots à l'heure pour la révision d'un texte fait par un professionnel, c'est un petit peu moins que le temps normal de révision. Par contre, ben, 124 erreurs, c'est des erreurs qui vont dans tous les sens. J'espère que vous en avez vu dans le texte. C'est un texte qui est truffé d'erreurs, mais on va en voir quelques-unes ensemble tout à l'heure. Donc, donc si je conclue un peu la première partie sur la post-édition, dans le fond, c'est si je demande aux étudiants de faire de la post-édition en classe,
je me suis aperçu que ça fonctionnait moins bien, ça fonctionnait pas très bien parce que j'obtenais pas les réponses que j'attendais. Donc, c'est de cet échec, si je peux dire, de l'utilisation de la post-édition que j'ai trouvé intéressant d'utiliser la méthode des questions directes. Donc, cette méthode des questions directes, ben, elle répond à la nécessité de renouveler l'apprentissage de la traduction à l'ère de la traduction automatique et de l'IA générative. Elle vise aussi à centrer l'apprentissage de la traduction sur les compétences techniques des traducteurs et des traductrices. Donc, elle va porter, donc les questions directes vont porter sur les compétences techniques qu'on a vues et le développement de l'esprit critique en traduction. Donc, la méthode des questions directes, qu'est-ce que c'est? Donc, dans l'enseignement de la traduction, il y a plusieurs méthodes. Il n'y a pas que la méthode des questions directes. Il y en a au moins 4 que j'ai relevées qui sont apparentées à cette méthode-là. D'abord, il y a la traduction de textes authentiques. Okay? Donc, ça, c'est une méthode à laquelle qu'on utilise encore beaucoup aujourd'hui. Donc, l'inconvénient, je dirais, pour l'enseignement, puis pour les étudiants, pour les apprenants, c'est la charge de correction est lourde, mais aussi pour les apprenants, c'est qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'on doit apprendre. Hein? On sait qu'on doit traduire, on a un résultat, on a une attente de résultat, mais on ne sait pas qu'est-ce qu'on doit faire pour favoriser notre apprentissage. Donc, on est laissé un peu à nous-mêmes dans la traduction du texte. Donc, ça a sa place. Évidemment, la traduction de texte authentique, ça a sa place, je dirais, dans la fin de parcours, en fin de formation, dans les stages, par exemple, ou dans les cours de fin de formation. On a aussi la traduction ciblée. Donc là, dans ce contexte-là, on va prendre des extraits du texte et on va demander aux étudiants de traduire ces extraits. Donc là, on est un peu dans les mêmes eaux, c'est-à-dire qu'on est un peu dans l'authentique, mais on fait un compromis sur les segments et on choisit certains d'entre eux parce qu'ils nous sont plus utiles, si on veut. Il y a aussi la méthode par traduction argumentée. Donc, je dis que je l'ai déjà mentionné, mais oui, je l'ai mentionné un petit peu. Donc, la traduction argumentée, dans le fond, c'est un protocole. Comme j'ai dit, c'est qu'on doit identifier le segment source, de départ, le point de départ, dans le fond, et le point d'arrivée non, je m'excuse, c'est pour ça que je me mélange avec un autre protocole. Donc, la méthode par traduction argumentée, dans le fond, c'est d'être capable de sélectionner plusieurs possibilités de traduction réalistes. Parmi ces solutions-là, de faire un choix, d'en éliminer des moins bonnes, puis de choisir la solution qui nous semble la plus appropriée. Donc ça, c'est la traduction argumentée. Par exemple, si je vous disais « Paragons of Civic Virtue », bien là, je pourrais vous dire « Faites-moi une traduction argumentée avec ce segment-là ». Vous mettez toutes les différentes possibilités de traduction et vous raisonnez sur celles qui sont réalistes. Vous excluez évidemment les traductions fantaisistes, on n'a pas besoin de ça, et on va se concentrer sur les traductions réalistes et de qualité. Et là, ça, c'est de la traduction, je dirais, argumentée, parce que là, vous allez faire valoir votre point de vue, puis aussi les arguments qui militent en faveur de l'une ou l'autre des traductions. Puis, il y a la méthode des questions directes, donc que je vous propose ce soir. C'est une démarche un peu plus cognitiviste, un peu plus détaché aussi du texte, qui extrait des connaissances de traduction sur le texte et qui va vous vérifier, dans le fond, votre compréhension ou vos connaissances de traduction en relation avec le texte. Donc, il y a une variété, une diversité d'approches. Donc, mon objectif en vous montrant ce soir la méthode des questions indirectes, c'est pas de dire que c'est la méthode, c'est une des méthodes qui est intéressante, qui permet d'aller chercher des connaissances puis des notions, de vérifier l'acquisition de certaines notions. Donc, par exemple, qu'est-ce que ça implique pour les collocations? Donc, plutôt que de vérifier indirectement si les apprenants ont compris la bonne collocation dans un texte, je pose la question directement, quelle est la collocation qui serait utilisée dans ce segment-là? Donc, si la personne le sait,
elle le dit. Si elle ne le sait pas, ben, elle le cherche puis elle essaie de le trouver. Donc, c'est vraiment centré sur l'acquisition des colocations. Donc, on se focalise sur des problèmes de traduction ciblés. D'où je puise cette idée-là de la méthode des questions directes. Il y a deux origines. Je dirais, ben, d'abord, il y a celle que j'ai explorée des corrections au concours d'agrégation en France de l'anglais. Il y a des recueils, à chaque année, il y a des recueils qui expliquent aux candidats qu'est-ce qui a été corrigé dans la traduction, quelles questions ont été posées, qu'est-ce qu'ils ont évalué. Puis je trouvais que c'était intéressant parce que ça nous menait à une réflexion sur justement les connaissances, sur la traduction qui était très poussée, très approfondie, et je me suis un peu inspiré de ces méthodes-là. En tout cas, je vous invite à aller les consulter. Elles ne sont pas tout le temps faciles d'accès, mais à chaque année, il y a un résumé des corrections, comment se préparer, dans le fond, au concours d'agrégation. Puis les Français, quand ils se préparent au concours d'agrégation, ben, ils fournissent un corrigé des épreuves de l'année précédente. Et dans le corrigé, ils expliquent quelles sont les démarches qui ont été faites pour bien traduire un concept. Bon, l'autre source d'inspiration, c'est la méthode des écarts en traduction qui est de plus en plus utilisée, je pense, et ça tire parti, si vous voulez, de ce qu'on appelle en anglais les rich points. Ça nous provient de l'ethnographie. Donc, Agar, un auteur en 1996 qui retranscrivait un échange avec une population qu'il étudiait et il y avait soudain une incompréhension, ça l'a marqué, ça l'a frappé, il disait ça, là, c'est un élément que j'avais pas saisi, puis là, tout d'un coup, il y a eu un éclair de compréhension. C'est drôle parce qu'en traduction, ça nous arrive, ça aussi. C'est des choses qui nous arrivent, on lit, puis là, oups, à un moment donné, un éclair de compréhension nous parvient, puis on comprend, ou au moins on comprend qu'on ne comprend pas. C'est déjà une bonne chose. Donc voilà un peu les sources d'inspiration. Le modèle aussi des compétences de traduction pactées en Espagne qui m'ont inspiré aussi un peu dans la définition des compétences. Donc, je l'ai mentionné, l'expérience a été menée à l'automne 2024. Bon, c'est sûr que, bon, oui, c'est ça. Un autre aspect qui est intéressant de cette méthode-là, c'est que je peux aussi cibler la matière que j'enseigne. Par exemple, si en économie, finance, j'enseigne comment choisir le mot montant ou somme, ben, je peux poser des questions à partir d'un texte, une traduction de montant et somme, d'une formulation en français, et ça fait un lien. Donc, je reviens à mon alignement pédagogique du début. Quand je peux faire des liens, poser des questions sur la matière qui a été vue en classe, ben, je gagne en cohérence dans l'apprentissage des étudiants. Ça renforce ces apprentissages. Bon, j'ai mis somme, montant, mais il y en a plein, là. Il y a revenu, il y a operate, il y a cash flow, il y a toutes sortes de termes et de difficultés de traduction. Dans le fond, quand je parle ici de la matière, on peut la voir comme un ensemble de difficultés de traduction, puis on donne des façons, un peu comme mon collègue François Lavallée fait dans ses ouvrages, il donne des formules, des façons de surmonter certaines difficultés, et c'est des méthodes éprouvées, dans le sens que c'est des méthodes qui fonctionnent très bien, et donc qui sont de bons conseils pour nous appuyer dans notre démarche de traduction. Donc, et ce dont je me suis rendu compte, dans certains cas, c'est que ces questions-là fonctionnent moins bien avec l'intelligence artificielle, puis évidemment, la traduction automatique, on n'en parle pas, parce qu'on ne peut pas poser de questions à la traduction automatique. Donc, les préparatifs, par contre, pour l'enseignant, sont très différents. C'est pas du tout la même chose. Dans le fond, il faut scénariser l'apprentissage. Ça veut dire que avant même de préparer une activité, il faut que je lise le texte, que je repère les erreurs, que je le dépouille en fonction de qu'est-ce que je vois dans le texte. Il faut que je le choisisse. Donc, il y a énormément de travail de planification avant de proposer l'exercice aux étudiants. Donc, les questions faciles,
ben, on peut jouer un peu sur une formulation peut-être un peu plus floue, hein, parce que si je prends l'exemple de industry, ben, peut-être que je pourrais vous donner un segment un petit peu plus long. Tu sais, je ne suis pas obligé de vous dire que c'est dans industry qu'il y a un biais, par exemple. Je peux vous dire, il y a un biais dans ce segment-là, mais trouvez-le, puis dites-moi c'est lequel. Je peux vous dire effectivement s'il y a un biais avec industry, mais bon, là, ça va être plus facile dans ce cas-là, vous aurez moins de recherche. Et pour les questions un peu plus difficiles, ben, on peut y aller de manière un peu plus précise, un peu plus directe. Bon, nécessairement, c'est un art, ok? Il y a pas de, c'est pas une science exacte. C'est sûr que les enseignants ont fait de notre mieux pour poser des questions qui représentent à la fois un défi puis des occasions d'apprentissage. Donc, on ne veut pas que ce soit totalement facile et accessible, puis non plus, on ne veut pas que ce soit impossible à faire. Donc, il y a un équilibre entre les deux. Donc, c'est ça, c'est beaucoup de travail de préparation quand même. Donc, l'exemplier, donc là, la prochaine partie, dans le fond, je vais essayer de vous donner des exemples de questions. Dans certains cas aussi, j'ai posé la question à ChatGPT pour voir un peu qu'est-ce qu'il répondait. Dans certains cas, c'était satisfaisant, dans d'autres, ça ne l'était pas. Donc, ben, la première question, pour vous donner un exemple, c'est une question qui porte sur les techniques de traduction, qui est assez facile. Donc, je ne sais pas, je peux vous la poser ici. Dans le fond, dans le segment ci-contre, donc là, on peut soit nommer le numéro du segment ou lister un peu le segment. On a le texte, on a le contexte. Donc, si je vous demande dans le segment ci-contre, quelle technique de traduction est utilisée pour rendre le grand nombre trillion et qu'est-ce qui motive cette technique? Voyez-vous que c'est assez précis, hein? C'est difficile d'échapper à la compétence qu'on va chercher là. C'est que c'est pas juste de le traduire. On sait que c'est traduit de cette façon-là, mais là, on demande une analyse un peu qui demande réflexion. Peut-être que même c'est normal qu'au début, on ne sache pas. Donc, si on fait une recherche, donc admettons qu'on ne sait pas exactement comment répondre, si on fait une recherche, on tombe sur l'écriture des grands nombres dans la BDL, donc une ressource en ligne qui est utile, puis qui nous explique que les grands nombres, dans le fond, ils ont deux dénominations en anglais. Il y en a une qui est plus anglaise-britannique, anglo-britannique, puis il y en a une autre qui est plus américaine, si on veut, qui est plus utilisée en Amérique, comme chez nous au Canada. Donc là, on a un beau tableau. Puis là, on voit bien que trillion en anglais, ben, ça peut référer soit à des trillions en français ou soit à des billions en français. Donc, il y a une ambiguïté. Donc, on peut expliquer que déjà, ce mot-là, trillion, on comprend que c'est un grand nombre qui est ambigu, qui n'est pas évident à traduire. Et le choix qui a été fait, ben, on le voit dans le tableau, même il apparaît là, on voit qu'il y a 1000 milliards à côté de billions. Donc, si on revient un peu à notre exemple, donc de 20 000 milliards, donc on voit que la personne a choisi une technique qu'on pourrait dire d'explicitation, donc pour être certain ou certaine de ne pas tromper le lecteur, la personne a choisi une formule ou une traduction transparente, explicite, et on a un exemple ici donc d'explicitation. Donc si vous m'aviez écrit c'est de l'explicitation en expliquant les grands nombres, ben, vous aviez la bonne réponse. Comprenez? Donc, pour moi, c'est un gain, c'est plus intéressant pour moi de vous poser cette question-là que vous demander de traduire trillion. Peut-être que ça va arriver à la même chose aussi, c'est possible. Mais il me semble qu'il y a un gain intéressant à faire du point de vue de l'enseignant de poser directement la question. C'est pour ça que je parle de méthode de questions directes. C'est vraiment pour aller chercher des connaissances et uniquement ces connaissances. On pourrait faire, donc ça c'était peut-être un exemple de technique de traduction. On pourrait aussi peut-être aller dans quelque chose de plus crunchy avec peut-être private equity puis investissement en capital. Donc quelle est la technique de traduction qui
ce qu'on pourrait décrire. Peut-être qu'on peut pas, là, tu sais, j'avoue que des fois, il y a des cas où c'est pas évident. C'est plus de l'équivalence, je dirais. Là, ici, on voit que la dimension privée, en tout cas, est escamotée en français. Elle est implicite. Donc, il y a peut-être une implicitation en français, on pourrait dire, avec investissement en capital, par rapport à la dimension de private en anglais. Je vous donne des pistes, ok? Je vous dis pas que c'est la chose à faire, mais ça serait quelque chose à explorer avec les étudiants. Donc voilà. Et si vous posez la question à ChatGPT, ben, je pense pas que vous allez avoir des réponses super géniales sur ce sujet-là. Vous allez avoir peut-être des idées. Remarquez aussi, il faut dire une chose, c'est que ces outils-là s'améliorent aussi d'une année à l'autre. Alors, c'est pas garanti que ces questions-là vont être possibles très longtemps non plus, mais au moins, mon ambition, c'est que quand je vais donner mon cours, il va y avoir un alignement pédagogique avec la matière que j'enseigne ou que j'essaie d'enseigner. Donc, ne serait-ce que de ce point de vue-là, c'est déjà acquis. Je fais une parenthèse aussi pour dire que je comprends les collègues qui veulent faire des exercices sans accès à Internet ou sans accès à ces outils-là pour favoriser justement l'apprentissage de la traduction. Je ne suis pas du tout contre ça. Vous comprendrez que moi, j'enseigne en ligne, alors je ne peux pas reproduire cette situation-là dans mon enseignement. Et j'envie même peut-être mes collègues qui sont en présence et qui ont ce loisir-là de pouvoir faire des activités en présence sans accès à Internet. Donc voilà pour cet exemple-là. Donc là, on a un autre gros morceau, les interférences et les biais cognitifs. Je peux commencer, puis peut-être on prendra une pause dans 5 minutes, si vous voulez. Ça prend exactement moitié. OK. Donc les interférences et les biais cognitifs, donc ça, c'est une façon de développer un peu l'esprit critique. Donc, dans les biais cognitifs, moi, j'en ai relevé deux principaux que j'ai relevés dans les articles. Et c'est pas tout le temps clair la différence entre les deux, je vous le dis tout de suite. Mais j'ai une proposition, fait que j'arrive pas les mains vides, je vous propose quand même quelque chose. Donc, on retrouve d'abord le biais d'amorçage, ce qu'on appelle en anglais le priming effect. Donc, ça, c'est une influence qui a été proposée par Carl et Schaeffer en 2017, quand ils ont étudié l'utilisation des corpus, je pense, en traduction. Et ils ont défini d'autres auteurs. Donc, moi, j'ai pris leur définition, je l'ai traduite, mais je n'ai pas conservé la trace de leur formulation d'origine, mais ils disaient grosso modo que c'est un accoutumance, dans le fond, à la sortie de la traduction automatique. Qui peut expliquer la tendance. Ça, c'est nous qui disions ça, mais c'est l'influence donc du texte source sur la traduction, mais plutôt celle de la formulation proposée par la traduction automatique en langue cible sur la formulation définitive de la traduction post-éditée. C'est l'exemple de industry que j'ai mentionné tout à l'heure. Donc, le fait qu'on lise industry ou industrie en français, ben, on s'habitue à cette formulation-là et elle ne nous frappe plus par la suite. Donc, en fait, d'un point de vue psychologique, c'est un peu différent en anglais. Si vous regardez la deuxième définition, là, le phénomène qu'un stimuli est plus facilement reconnu quand on nous en a présenté un qui lui ressemble auparavant. Donc, c'est pas évident. C'est pour ça qu'en traduction, il y a plusieurs stimuli. Alors, je vous les présente, mais faut être conscient qu'il y a pas, c'est pas scientifique, c'est des propositions. Je pense que les deux jouent. Donc, il y a l'autre aussi qu'on appelle le biais d'ancrage. Donc, qui lui, j'ai trouvé une définition quand même plus, dans Wikipédia, donc plus parlante. Donc, c'est la difficulté à se départir d'une première impression. Donc, dès qu'on a, et ça, on peut parler de ça par rapport à l'anglais, par exemple. On pourrait voir plus facilement l'idée que l'anglais, dans sa formulation, exerce une empreinte sur notre cerveau et nous fait coller davantage à cette construction-là. Donc ça, je pense que c'est plus parlant, le biais d'ancrage. On l'associe plus volontiers au texte source. Donc, comment on les distingue, justement? Ben,
on peut faire la différence peut-être avec le biais d'amorçage qui serait peut-être plus une influence attribuable aux solutions fournies en langue cible. C'est une proposition que je vous fais. Okay? Je ne dis pas que ça tient la route, peut-être qu'on pourrait contester cette analogie-là, mais on pourrait dire, dans le fond, que le biais d'amorçage, c'est l'influence de la traduction automatique sur notre cerveau, tandis que le biais d'ancrage, ce serait plutôt une influence du texte source sur la traduction qu'on s'apprête de proposer ou qu'on envisage. Bon, quoi qu'il en soit, on les fera pas. Je l'ai fait la distinction un peu, mais ça reste instinctif. Je suis pas certain que ça peut que ça pourrait être reproduit par d'autres personnes, mais c'est une proposition que je fais. À ma connaissance, ça n'a jamais été fait non plus, donc voilà. On a aussi donc le biais de genre, évidemment, la prédilection dans les textes post-édités pour le genre grammatical masculin. Vous en avez relevé des exemples dans le bitexte que je vous ai donné. Il y en a au moins 2 exemples de biais de genre, donc c'est très courant. Donc voilà, et c'est important d'en prendre conscience quand on fait de la post-édition. Donc le protocole de description des relations de traduction ou de révision, donc ça, pour étudier les biais, ben, j'ai conçu un dispositif, si on veut, de description des relations de traduction et ou de révision, okay, selon ce dont il s'agit. En règle générale, il s'agit des relations de traduction. Dans ce cas-ci, d'un bitexte, c'est une relation de traduction. Mais, j'en parle pas ce soir, mais on peut complexifier la chose aussi. On peut ajouter une traduction automatique, puis on peut ajouter aussi une traduction humaine qui a été faite, ou la révision de cette traduction-là. Donc, on peut multiplier les textes, puis établir des liens entre les différents textes et les différents segments qui sont mis en relation par le sens. Donc, le formalisme, c'est un formalisme de base, c'est vraiment pas compliqué. Donc, les éléments indispensables, c'est le passage source, donc le point de départ, ce qui est important, parce que souvent, on parle, par exemple, même moi, j'ai fait ça, j'ai fait industrie, j'ai parlé d'industrie en parlant de traduction, mais si je mentionne pas le segment source, que ça vient de industry en anglais, puis le contexte, ça n'a pas de résonance sur la qualité de la traduction, ça ne désigne pas nécessairement une erreur. Je l'ai fait par raccourci parce que je faisais allusion à ce dont j'avais parlé précédemment, mais c'est important quand on parle de traduction, de relation de traduction, de bien isoler le segment source, puis la traduction qu'on veut désigner, qu'on veut étudier. Puis entre les deux, dans le fond, c'est un symbole qui peut être soit une flèche, soit un signe plus ou moins équivalent. Et ben, le principe de fonctionnement, dans le fond, du protocole, c'est la saillance. Donc, c'est sûr, c'est pas un texte, c'est pas un principe scientifique, c'est un principe phénoménologique, je dirais, perceptuel, ok? Parce que dans le fond, la traduction, c'est de l'ordre des perceptions aussi. Donc, qu'est-ce qu'on va aller chercher? On va aller chercher les unités de traduction. Grosso modo, c'est ce qu'on veut aller chercher. Donc, si je prends, par exemple, l'exemple d'industry, ben, je vais aller chercher son correspondant en anglais, qui va être industrie, puis je vais associer, là, c'est un cas simple dans ce cas-là, mais on peut complexifier aussi la démarche. Donc, ben, je vais peut-être m'arrêter ici, puis pour prendre la pause, je vais peut-être vous mentionner dans le chat, pour le temps qu'on prenne la pause, je vais vous mentionner le lien à utiliser pour le questionnaire. Sauf que là, je ne trouve pas le chat. Ah, j'ai beaucoup d'interventions dans le chat. Je suis désolé, j'ai pas vu, là, j'ai pas pris. Fait que je vais vous mettre l'adresse dans le chat pour le questionnaire. Puis, on va s'en reparler peut-être après. Là, il y a double barre oblique que je ne suis pas capable de faire sur mon clavier, évidemment, parce que j'utilise un autre clavier à la maison. Donc,
C'est quoi, c'est alt? Bon, je suis pas capable de faire les doubles barres obliques, là. Ça dépend du clavier, mais c'est peut-être. Je vais voir. Ouais, merci, Zaina. Essayer. Ah non, ça c'est. Donc ça va être. Si tu sais. Le sexe en général. Ah, voilà, parfait, merci. C'est quoi déjà? C'est, en tout cas, parce que je vais avoir à le refaire. Shift 3. Shift 3, ok. Shift, contrôle ou juste shift? Non, juste Shift, puis 3. Ok, parfait, excellent, merci beaucoup. Donc, je vous mets le questionnaire. Bon, c'est un autre formalisme, c'est un peu différent. Mais tous les éléments sont dans les consignes, donc vous pourrez lire les consignes. Donc, on prend une pause de combien de temps? On pourra prendre une pause de 10 minutes, on va OK. dire. Donc, disons à moins quart, on recommence à 45, donc 12 minutes. Oui, 12 minutes. Parfait. Puis, pour les personnes en présentiel, il y a du thé, il y a du popcorn et des biscuits. Vous êtes invité à manger, il faut que ça passe. Là, on ne veut pas en laisser, c'est pas bon pour le régime. Je vais tout manger. Donc, à tout de suite. Je vais fermer le micro. Bonsoir, donc on va reprendre un peu l'atelier pour la deuxième partie, plus centrée sur les exemples. Donc, si jamais je vais laisser mon clavardage ouvert, mais je vais avoir besoin de vos interventions si jamais il y a des messages, parce que ça va porter plus sur la mécanique là, de la correction aussi. Donc, je vais aborder peut-être quelques éléments si possible. Donc, le protocole, je l'ai mentionné, ben, ça donne un peu ça à l'écran, ce que vous voyez à la droite. Là, vous avez des correspondances, des équivalences. Donc, on peut utiliser aussi le symbole de l'ensemble vide pour désigner, par exemple, des éléments qui sont omis. Hein, c'est une façon, parce qu'on n'avait pas de symbole dans notre... quand j'ai appris, moi, à traduire, pour marquer une omission, on ne savait pas trop comment. Donc là, avec l'ensemble vide, en tout cas, c'est une suggestion, il pourrait en avoir d'autres aussi. Bon, dans ce que je proposais aux étudiants, c'était un peu particulier, c'est que j'avais distingué les équivalences. Donc, la correspondance, l'équivalence, ben, c'est la différence entre ce qui se situe sur le plan de la langue, puis les équivalences plutôt sur le plan du discours. C'est pas une catégorisation qui est toujours facile à manier, mais bon, dans le fond, j'évaluais pas tellement cet aspect-là. Je l'amenais aux étudiants pour qu'ils puissent l'assimiler, l'intégrer, mais c'était pas, j'avoue que c'était pas facile à faire acquérir, si vous voulez. Donc, malgré ça, il y avait quand même une notion qui était intéressante, je trouve, c'est dans la distinction entre les correspondances simples puis complexes, puis les équivalences simples et complexes. C'est pas dans le sens habituel qu'on les entend, c'est plutôt dans le sens de est-ce que ces équivalences-là se répètent ou est-ce qu'elles apparaissent une seule fois dans le texte. C'est plus dans cette optique-là. C'est donc une équivalence simple dans un texte, c'est quand elle apparaît une seule fois, puis complexe, ben, c'est quand elle apparaît plusieurs fois, puis là, ben, on a des choix de traduction qui peuvent être différents d'une fois à l'autre, parce qu'on l'a déjà traduit, ben, on peut opter pour une traduction différente, et ce formalisme-là permet de marquer cette différence-là. En tout cas, j'essayais de trouver une façon de marquer cette différence. Donc, les éléments de science, ben, grosso modo, je n'insisterai pas beaucoup là-dessus, c'est juste pour mentionner qu'on va s'intéresser aux mots lexicaux, dans le fond, en priorité, quand il s'agit, par exemple, d'une traduction indirecte ou directe, on va plutôt cibler les mots lexicaux. Dans le cas des mots grammaticaux, ben, on peut les décrire aussi, c'est quand même pas impossible. On peut les décrire
surtout quand il s'agit de traduction indirecte ou non conventionnelle, si on peut dire. Mais c'était juste pour expliquer un peu, c'est la même réflexion dans le fond que la définition des unités de traduction, si vous voulez. Grosso modo, ça se situe sur le plan du syntagme, on peut dire. Bon, les exemples tirés du bitexte. Donc, si je prends l'exemple du segment que vous avez à l'écran, à la gauche de l'écran, donc Private Equity has made 1/5 of the market effectively invisible to investors, the media and regulators. Donc, on a le capital investissement a rendu 1/5 du marché invisible aux investisseurs, aux médias et aux autorités de régulation. Donc, ça, on est rigoureux. On va voir là-dedans 6 relations de traduction. Vous avez les relations de traduction à la droite de l'écran avec le formalisme, là, donc la formulation de départ, le symbole, puis la formulation d'arrivée. Puis, vous avez aussi des écarts. Donc, vous avez les relations de traduction d'un côté, puis vous avez les écarts qu'on peut relever. Donc, le premier, ben, que moi j'ai relevé, c'est invisible to, qui a été traduit par invisible à. Donc, c'est la préposition ici qui est utilisée, à mon avis, de façon abusive là, par rapport aux usages habituels du français, qui va plutôt privilégier pour quelqu'un ou aux yeux de quelqu'un, ou et là on peut avoir un autre écart qui va viser dans le fond l'ensemble du prédicat. Dans le fond là, on s'est intéressé juste à l'adjectif invisible, mais le problème aussi peut se régler de différentes façons. Là, ça c'est intéressant parce que ça montre que dans les solutions de traduction, il y a plusieurs réponses possibles. Ça, j'en ai pas non plus parlé parce que ça fait partie de l'enseignement, c'est que on a éliminé depuis longtemps le corriger. Je pense que vous avez pu dans vos cours de corriger parce qu'on comprend bien qu'il y a plusieurs façons de bien traduire un texte. Donc, le corriger va juste servir de modèle un peu accaparant, si on peut dire, ou envahissant pour les étudiants. On veut que les étudiants trouvent leur style, trouvent leur voix, donc on ne veut pas leur imposer un style nécessairement. Et le corriger, malheureusement, avait cette propension-là à influencer les étudiants. Donc, on peut soit changer la préposition avec invisible, l'adjectif, ou peut-être changer le prédicat au complet, comme là, j'ai soumis à soustrait le marché ou le 5e du marché à la vue, au regard des médias, des autorités de régulation. Bon, regulators, déjà aussi, je ne l'ai pas noté, mais j'ai oublié, mais ça, c'est un autre biais aussi qu'on peut relever. Donc, autorité de la régulation, hein, en français, c'est pas une notion qui est idiomatique. Si je peux prendre un adjectif, ce serait quoi en français, régulation? Oui, c'est ça. Donc, la réglementation, donc les autorités de réglementation, je suis sûr qu'en ligne, il y a eu des suggestions là-dessus. Ben oui, Marie-Christine, merci. Donc, c'est ça. Ça, c'est presque un réflexe, je dirais, dans la traduction administrative. Donc voilà, j'avais pas tout fait, là, les écarts. Donc, ça, c'en était un que j'avais oublié, malheureusement. Mais vous voyez le principe, vous voyez comment ça fonctionne. Donc, si on demande aux étudiants de décrire les biais, ben, on va leur demander d'utiliser ce formalisme pour décrire les biais qu'ils perçoivent dans le texte. Bon, alors là, j'ai plusieurs thématiques. Je vais aller directement peut-être aux biais. Je ne sais pas si je peux sauter d'un... En tout cas, je pense que je ne peux pas sauter à une page en particulier ou je ne sais pas trop comment. Je suis obligé d'y aller une à la fois. Ben, en tout cas, on va passer donc aux améliorations objectives. Donc ici, ben, industry, un biais d'amorçage, je l'ai mentionné, on n'y reviendra pas, c'est plutôt facile. Donc, dans les corrections, là, je vous fais état de l'exercice que j'avais fait
en classe, donc il y avait 12 répondants, puis la plupart avaient obtenu la bonne réponse. Donc c'est pour ça aussi que je conclus que c'est un exercice facile, c'est que si j'obtiens le maximum de bonnes réponses, ben c'est évident que pour moi, c'est pas une question qui est difficile. Puis j'ai noté aussi que ChatGPT passe le test, donc il offre à cette question-là la bonne réponse. Donc voici la requête que j'avais posée à ChatGPT. Donc on va aller à un autre sujet ici, regulators. Donc vous voyez la question directe, donc le segment contient une traduction du terme regulators. Donc là vous voyez, je décris précisément quel élément fait l'objet d'un biais, mais je pourrais aussi être plus flou puis demander aux étudiants de relever les biais qui se trouvent dans ce segment-là. Donc, vous voyez que la différence aussi va être, le degré de difficulté va être différent, donc ça va être un peu plus difficile. Là, c'est aussi un autre biais facile. Et bon, je vous donne, la plupart des gens l'ont eu. Il y avait quelques erreurs. Organisme, par exemple, de régulation, ben, j'ai donné 0,5 sur 2. Donc, tu sais, grosso modo, ça ne correspondait pas tellement à la réponse attendue, mais il y avait un élément organisme qui était quand même intéressant, donc je l'ai récompensé si on veut, là. Donc, par contre, ici, ChatGPT ne passe pas le test sur cette question-là. Bon, j'ai pas noté la. Oui, là, il dit le terme regulators est souvent traduit par régulateur, mais ce mot peut ressembler plus technique. Bon. Donc, organisme de réglementation, ça c'est bon. Mais il y a des erreurs aussi dans qu'est-ce qu'il propose. Donc, il dit autorité de régulation, c'est une erreur. Donc, c'est pour ça que je dis que ça passe pas. C'est que oui, il y a une bonne réponse, mais il y en a une mauvaise qui l'accompagne. 50%. Ouais. Puis on pourrait dire que c'est 50% si on veut. De toute façon, c'était pas le but nécessairement de cet aspect-là que je voulais vous montrer. C'était juste un ajout, parce que pour moi, ce qui est plus important, c'est la pertinence des questions pour les étudiants. Donc, quelque chose de peut-être moyennement difficile. Bon, ici, il y a Private Equity Investment, qui est traduit par les investissements des fonds privés, puis Nursing Home, qui est traduit par maison de retraite. Donc, là, ça, c'est moyen, dans le sens que j'ai vu qu'en tout cas, il y avait 14 répondants, puis il y avait seulement 3 bonnes réponses. Donc, on voit que les étudiants, ils ont peut-être, pour Private Equity Investment, en tout cas, il y avait plus de difficultés à voir l'erreur. Bon, pourquoi on ne met pas privé, donc les fonds privés, ben, c'est un peu la même raison pour laquelle j'ai parlé plutôt de société privée, c'est le fait que c'est pas la bonne notion en français, c'est le fait que ces sociétés-là sont fermées, donc ils ne sont pas inscrites à la cote d'un marché boursier. Donc ça serait l'explication qu'on pourrait donner pour ce biais. Donc, on voit ici qu'il y a toutes sortes de suggestions, plus ou moins heureuses. Puis, bon, on voit aussi que, même chose, ChatGPT ne trouve pas nécessairement. Il propose investissement en capital investissement. Donc, vous voyez qu'il n'y a pas de sens, ça n'a ni queue ni tête. C'est des formulations, c'est des probabilités. Donc, ça ne fonctionne pas non plus avec ChatGPT. Donc, voilà, pour cet exemple-là. Pour ce qui est de Housing Homes, ben là, ça a fonctionné. Tout le monde a trouvé grosso modo la bonne réponse. Il ne s'agit pas évidemment des maisons de retraite, mais des centres d'hébergement au Québec. Là, on doit faire preuve d'adaptation parce que c'est une réalité propre au Québec, un peu comme le cégep. Donc ici, on peut parler de CHSLD, pardon. Oups. CHSLD ou centre d'hébergement. Bon, j'ai accepté maison de soins infirmiers parce que la traduction était fournie dans Termium. Mais ce n'est pas nécessairement non plus la plus heureuse, mais il y avait aussi foyer de soins. Vous voyez, le but, dans le fond, pour moi, c'est pas de pénaliser non plus nécessairement toutes les différentes traductions, c'est de vérifier que qu'est-ce qu'on nous propose, c'est quand même, ça se tient, ça a une certaine cohérence. Encore une fois, ici aussi, ChatGPT ne passe pas le test. Donc, on parle ici de résidence pour aînés, alors que c'est pas ça, c'est pas juste les aînés. Donc, il y a un faux sens qui est comme intégré dans la réponse de ChatGPT.
Donc voilà pourquoi il ne passe pas. Donc là, il y en avait une colle ici que je trouve intéressante. Donc peut-être mes amis en ligne plus calés pourront s'y attarder ou s'y intéresser. C'est l'adjectif ici, participe passé, donc unregulated. Donc, on parle de unregulated non-bank lenders, donc des prêteurs non bancaires, si vous voulez, là. On peut dire qu'ils ne sont pas des institutions financières. Donc, c'est assez compliqué aussi de bien rendre ce passage-là, j'en conviens, mais c'est aussi intéressant de s'y attarder parce que c'est plus enrichissant pour l'apprentissage. Donc, dans la post-édition, on avait non réglementé, alors que dans le fond, on pourrait dire un peu, ça rejoint le principe de... et là, si je pose la question à ChatGPT, bien évidemment, il échoue complètement. Donc, la bonne réponse, ça pourrait être non accrédité, par exemple, non agréé, non autorisé, non certifié. Donc, vous voyez, avec le regulated, on reste collé à règlement ou non réglementé, puis on ne voit pas les autres possibilités que la langue française nous permet avec ces notions-là d'accréditation, d'agrément. Donc, il y avait des réponses quand même partiellement bonnes que j'ai acceptées, mais qui finalement sont plus des périphrases. Donc, voilà un petit peu l'exercice, le bilan. Donc, certains ont suggéré hors cadre réglementaire. Vous voyez, c'est un peu lourd. J'ai donné des points parce qu'il faut en donner des fois, mais c'est pas ce qu'il y a de plus heureux non plus. Alternatif, on se demande pourquoi on a utilisé ça, donc j'ai pas donné de points pour ça. Réguler, ben, ça rejoint la régulation qui est fautive. Donc, vous voyez un peu, c'est un jugement aussi d'ensemble, OK? Je dis pas que c'est infaillible, peut-être que d'autres personnes parviendraient à un jugement un peu différent, mais c'est l'idée de gradation des réponses en bonnes puis en moins bonnes réponses. Dans le fond, il y a du bon dans certaines réponses, puis dans d'autres, ben, il n'y en a pas du tout. Quand il y a zéro, il y a zéro. Bon, non soumis à une réglementation, je l'ai mis bon, j'ai donné 1,5 points. Aujourd'hui, je regarde ça, je ne suis pas sûr que j'en donnerais autant. Peut-être que je donnerais la moitié des points finalement. Pour un peu comme j'ai fait pour qui ne sont pas assujettis à la réglementation, c'est très très lourd, c'est pas du tout idiomatique si on compare avec les autres adjectifs. Donc voilà un petit peu pour les biais d'ancrage. Donc ici, on pourrait dire que c'est un biais d'ancrage qui est rattaché à regulated en anglais. Donc l'ancrage étant le fait d'être resté accroché à la formulation en anglais, puis l'amorçage étant associé plutôt au français. Quoique ça peut être les deux aussi, là, dans le fond, je pense que c'est un effet, ça a quand même des influences importantes. Donc, la requête, évidemment, posée à ChatGPT, elle ne passe pas le test, évidemment. Donc, ça m'amène à d'autres... donc, ah oui, j'ai pas parlé, je sais pas, bon, en ligne, bon, on y parviendra tout à l'heure. Donc, je vais aller du côté de l'optimisation et de la valeur ajoutée des traductions. Donc là, ici, les exercices, c'était de prendre des formulations puis de les améliorer, finalement. Donc, ici, il y avait une répétition, là, grow and grow and grow. Donc, on avait évidemment, en traduction automatique, on n'avait pas du tout rendu l'idée. C'est-à-dire qu'on l'avait rendu, mais littéralement. Donc, croître, croître et croître. Donc, évidemment, ici, c'est relativement facile parce qu'il y a beaucoup de possibilités de formulation. Donc, croître considérablement, de façon démesurée, énormément, etc. Vous les avez à l'écran. Donc, voilà un peu les différents éléments que j'ai évalués comme réponse des étudiants. Donc, c'est juste pour vous montrer là, que quand on apprend à traduire, c'est un peu ça. Là. Je sais qu'il y a des gens dans la salle qui sont des professionnels qui probablement n'auraient pas ces réponses-là, mais si on enseigne aux étudiants ces genres de réponses qu'on obtient aussi dans les évaluations. Donc, vous comprenez qu'on est loin aussi de la préoccupation de la rédaction. Hein? Si on a du mal chez les étudiants à bien formuler des concepts comme ceux-là, ben il y a des bonnes chances que du côté de la rédaction, ça soit pas beaucoup... ça pourrait être mieux
aussi, mais disons que c'est peut-être pas la première chose qu'on va vérifier chez les apprenants. On va vérifier justement ce type de compétences, ce type de connaissances. Bon, ici, ChatGPT passe le test, donc croître inexorablement, donc probablement parce qu'il s'agit de transcodage. Donc là, ici, c'est quelque chose qui fonctionne relativement bien avec ChatGPT. Buy stocks, donc ici une amélioration créative. Donc, this should alarm you even if you've never bought a stock in your life. Donc, si vous n'avez jamais acheté d'action de votre vie, c'est correct, je pense, mais il y a peut-être, on peut faire mieux, peut-être d'un point de vue rédactionnel. C'est un petit peu le sens de ma question ici. Donc, contient une traduction de l'expression to buy a stock in your life. Donc, sauriez-vous faire mieux, quitte à raccourcir un peu la formulation? Donc, tu sais, j'essayais de guider un peu les étudiants vers des pistes de solutions. Puis une solution qu'on a, c'est, bon, ça je ne sais pas, c'est la même diapo que précédemment. Bon, ChatGPT passe le test ici parce qu'il pose et dit la question, il propose la. Bon, là, cet exemple-là, tu sais, je ne les ai pas tous posés là, aux étudiants. J'essayais de vous donner des échantillons quand même représentatifs. Ici, le worry. Donc ici, l'amélioration créative, c'était à propos de l'inquiétude et donc que. Donc on voit que le mot introductif ici, l'inquiétude et donc que, il y a quelque chose qui cloche ou il y a quelque chose qui fonctionne moins bien. Donc je demandais aux étudiants de trouver des façons de l'améliorer. Et donc, il y avait plusieurs propositions. Il faut donc craindre que, ou une espèce de formulation clivée aussi, ce qu'il faut craindre, c'est que, tu sais, il y avait des tournures un peu à privilégier, à mon avis, là. Peut-être que vous n'êtes pas d'accord non plus là-dessus, mais je pense que c'est assez consensuel que la formulation en français ou en début de phrase, elle doit être plus punchée, je dirais, ou plus idiomatique, avec des tournures, des phrases clivées ou des mises en évidence qui sont plus stylisées, je dirais. Donc, avec les différentes déclinaisons des réponses des étudiants. Donc, passe moyennement le test parce qu'il y a du bon et il y a du moins bon dans la réponse de ChatGPT. Bon, là, il y avait quelque chose de plus difficile avec l'expression to write their own story. Donc ici, donc on dit ces entreprises ont la possibilité d'écrire leur propre histoire, déclare Alyssa Giachino, directeur. Donc ça, c'est un exemple de biais de genre masculin générique. Donc directeur, on suppose que Alyssa, c'est le nom d'une femme. Donc Alyssa Giacchino, de recherche au Private Equity Stakeholder Project. Donc ici, l'expression, dans le fond, to get to write their own story tombe un peu à plat en français. Donc, proposer une meilleure traduction de ce passage. Donc, ici, c'est ça, c'est une question pour cibler comment on pourrait reformuler ce passage-là en français. Et qu'est-ce qu'on obtient? On a toutes sortes de réponses, raconter ce qu'elles veulent. Donc, moi, celle que j'ai beaucoup aimée, c'est faire comme bon leur semble. Je trouvais que c'était une bonne suggestion. Déclarer ce qu'elles veulent. Dans le fond, c'est l'idée qu'elles font ce qu'elles veulent avec les données. Dans le fond, c'est ça l'idée, c'est que ces entreprises-là, contrairement aux normes dont j'ai parlé plus tôt pour les sociétés ouvertes, où elles ont des pratiques comptables à respecter, des normes, les sociétés fermées, si vous voulez, elles n'ont pas à respecter ces normes-là, ces pratiques-là, donc elles font un peu ce qu'elles veulent avec les chiffres. C'est un peu ça l'idée. Donc, en anglais, on dit to make their own story. Donc, c'est un peu plus général. Donc, voilà les différentes options. Le fait d'avoir carte blanche, ben, tu vois, on a l'idée, mais on n'a peut-être pas l'expression appropriée dans le contexte ici de la phrase. Donc, c'est oui, mais bon, c'est pas...
il y a des éléments d'information, mais disons qu'il manque aussi peut-être de la précision. Évidemment, j'ai posé la question à ChatGPT, donc ils ont sorti quand même quelque chose d'intéressant. Ont le champ libre pour façonner leur propre récit. Donc, c'est intéressant, je pense que c'est moyennement intéressant. Disons que je ne l'aurais pas utilisé tel quel, mais il y a des éléments, des pistes de formulation que je trouve qui sont intéressants en soi. Donc, dans le fond, comme je disais, là, l'exemple que vous avez à l'écran, c'est plus un exemple de question directe qui demande aux apprenants de décrire les biais réels ou potentiels dans le passage en question. Là, pourquoi j'ai utilisé réel ou potentiel, c'est parce que je veux faire appel aux possibilités. C'est-à-dire que, dans le fond, on s'en fout que ce soit réel ou pas, mais on cherche des possibilités. Donc, si je vois que la personne a vraiment identifié quelque chose qui est possiblement un biais, ben, je vais aller dans cette direction-là. Il faudra qu'elle me montre de toute façon en quoi c'est un biais, qu'elle me décrive en quoi c'est un biais. Donc, si l'argument est bon, ben, même si le biais est plus potentiel que réel, ben, je peux quand même accorder des points à ce type de réponse-là. Bon, là, ici, avec ChatGPT, là, il s'est complètement gouré parce que là, il a parlé de biais. Il n'a pas compris qu'il s'agissait de biais de traduction. Il est allé avec des biais d'une autre nature, des biais d'investissement, des biais de, bon, là, vous les avez ici, biais de dramatisation, biais d'intensification, etc. Donc, il est allé complètement ailleurs. Donc, peut-être ici, ma question n'était pas assez précise aussi, il faut le dire, hein, parce que si j'avais pu préciser biais de traduction, peut-être que j'aurais obtenu une meilleure réponse. Donc, si c'est juste pour souligner les éléments qui sont possiblement des biais, les éléments en rouge, puis peut-être en jaune aussi, des suggestions de traduction, de meilleure traduction. Bon, les questions ouvertes, j'en ai déjà parlé. Le masculin générique, j'en ai parlé aussi. Je vais essayer d'aller donc vers les bonnes collocations, puis après ça, les erreurs de traduction, on va terminer avec ça. Donc, la bonne collocation, ça c'est intéressant parce que on va... Bon, là, il y a beaucoup de possibilités. Dans une collocation, il y a la base, il y a le collocatif, il y a la traduction directe, la traduction indirecte de l'un ou l'autre élément. Il y a, bon, vous avez des exemples ici. Il y a des difficultés comme nursing homes. Dans le fond, la difficulté, c'est une colocation, mais la difficulté, c'est que la traduction est indirecte dans les deux éléments de la colocation, à la fois comme pour nursing, puis à la fois pour homes. Donc, la traduction, c'est pas maison, c'est pas non plus des soins infirmiers, c'est des centres d'hébergement. Donc, vous voyez que, on voit que les deux éléments sont résolus de façon un peu différente et ce qui rend la traduction peut-être un peu plus difficile de ces éléments-là. Donc, d'ailleurs, on pourrait même établir un degré de difficulté, je l'ai déjà fait, avec selon la nature des éléments dans la colocation. Mais là, je n'ai pas d'exemple, mais on pourrait le faire. J'ai aussi créé un jeu des colocations, mais je me remettrai ça plus tard. Je n'ai pas d'exemple pour vous. Là. Je voulais juste vous donner un exemple. Qu'est-ce qu'on peut formuler comme question? Donc, si on prend la question dans le segment 6 comptes, trouver le bon collocatif en français dans l'expression soulignée. Donc, ici, on a facile à exécuter. Donc, je ne sais pas, là, ici, qu'est-ce que j'ai noté comme... Je ne sais pas si j'ai noté les réponses. Oh, donc, ici, j'avais les réponses... j'avais 11 répondants. Bon, là, une erreur de débutant, c'est que certaines personnes ont pu comprendre que je cherchais la colocation en anglais alors que je cherchais la colocation en français. Donc, c'est important, comme quoi c'est important de préciser dans quelle direction vous voulez vous poser la question sur la traduction. Donc, on avait facile à réaliser, facile à faire, facile à mettre en œuvre.
Bon, facilement réalisable, facile à exécuter. Bon, facile à exécuter, pas accepté parce qu'il était déjà dans la post-édition, donc on suppose que c'est pas nécessairement le meilleur collocatif. Donc, donc voilà ce que je cherchais comme élément de réponse. Juste prendre une gorgée. On peut poser aussi, donc ChatGPT passe moyennement le test. Vous l'essayerez, en tout cas, donc lui utilise mettre en œuvre, mais mettre en œuvre, c'est un peu, on perd le rythme. Hein. Mettre en œuvre, c'est comme un verbe un peu plus administratif qu'on ne va pas nécessairement utiliser dans une formule courte et qui joue un peu sur le rythme là, de la phrase. Donc ça alourdit dans le fond la phrase. De la même façon, on peut poser la même question à propos de harder to stop, qui est l'autre volet de la formulation. Donc, plus difficile à arrêter, c'est ce qu'on avait. Donc, dans le segment 6 comptes, trouver le bon collocatif dans l'expression soulignée. Et là, vous avez les réponses. Et là, il y avait une réponse. Vous voyez, j'avais 12 répondants. J'avais une réponse qui était super bonne. C'était plus difficile à enrayer. Alors, j'ai quand même bonifié cette réponse-là pour ajouter des points supplémentaires parce que je trouvais que c'était une belle trouvaille. Comme on fait souvent en traduction, on a ici une belle formulation, mais j'ai accepté aussi plus difficile à arrêter, d'y mettre un frein. Bon, j'ai accepté aussi plus dur à arrêter, plus dur d'arrêter. Bon, c'est sûr, c'est du registre familier en français québécois, mais je trouvais que ça sonnait plus naturel compte tenu de la formule. Là. Dans ce contexte-là, je l'avais accepté. Donc voilà, pour encourager aussi la spontanéité. Parce que c'est un autre aspect aussi, tu sais, les étudiants, on essaie d'encourager leur effort créatif, ben il ne faut pas les freiner non plus avec des registres de langue qui sont différents, qui ne sont pas nécessairement standards. Bon, je ne dis pas qu'il faut tout le temps être comme ça, mais je pense que dans ce type d'exercice-là, ça s'y prête quand même assez bien. Bon, je voulais aussi vous parler donc des erreurs de traduction. Donc, vous avez fait l'exercice. Je ne sais pas si vous l'avez fait, mais en tout cas, j'espère que ça vous a intéressé. Vous m'en donnerez des nouvelles. Donc, dans ces exercices-là, on cherche à recréer, dans le fond, des erreurs de traduction. En fait, on peut aller plus loin que juste le repérage des erreurs, mais on peut demander, des fois, il peut ne pas y avoir d'erreur. On peut induire aussi les étudiants en erreur, dans le sens qu'on peut leur demander, est-ce qu'il y a vraiment une erreur ou est-ce qu'il n'y en a pas? Ici, j'ai deux contextes intéressants que je peux vous montrer, c'est la finale avec legal liabilities. Donc, dans le texte qu'on avait, c'était vraiment des responsabilités juridiques. Donc, ici, il n'y avait pas vraiment d'erreur. Je pense que c'était pas mal la bonne chose qu'on désignait, compte tenu du contexte qu'on parlait de business risk, donc les risques commerciaux ici. Donc, on était quand même dans des notions assez générales par opposition à l'exemple suivant où on avait outstanding legal liabilities et on avait traduit par obligation légale en cours. Bon, c'est sûr que à première vue, moi, le outstanding évoque, bon, les liabilities en comptabilité, c'est le passif, hein, c'est des éléments passifs, c'est pas nécessairement, et c'est sûr que les éléments de passif, ce sont des obligations, mais c'est des obligations qui se traduisent en sommes qu'on doit à des tiers. Donc, moi, ce qui m'a mis la puce à l'oreille ici, c'est le outstanding. Je ne sais pas qu'est-ce que les gens en pensent en ligne ou ici, mais j'aurais plutôt opté, plutôt que parler d'obligations légales en cours, bon, je renvoie à la fiche aussi du dictionnaire de Ménard, de comptabilité, qui parle donc de passif, comme je l'ai mentionné, et on trouve aussi outstanding liabilities dans Termium, donc pour désigner le passif en cours, donc les dettes actives. Donc, à mon avis, c'est probablement plus cette notion-là qu'on désigne avec outstanding asset liability, legal liabilities. Donc, on voit que la traduction automatique s'est passée complètement à côté de cette notion-là. Donc, comme quoi, des fois, les connaissances, c'est utile aussi quand on connaît un domaine, les rudiments d'un domaine, bien, on peut s'en servir pour évaluer la qualité de la traduction. Un autre exemple intéressant,
Et celui-là, il est offert par Academic Studies, qui a été rendu par les études universitaires. Puisqu'on est dans une université, je trouvais que c'était approprié. C'est pas tellement que études universitaires est faux, que il renvoie peut-être pas, il donne pas la bonne idée, la bonne image de ce à quoi on renvoie, parce que les études universitaires en français, habituellement, ça renvoie à une formation, tandis qu'ici, on parle de recherche, de travaux de recherche. Donc, peut-être qu'une façon plus appropriée, donc j'ai parlé de faux sens, mais ouais, je pense on peut dire que c'est un faux sens d'une certaine façon, et donc on pourrait plutôt parler de travaux de recherche, de publications académiques, etc. Peut-être un dernier exemple. Bon, migrated, ben, c'est un peu le faux sens de migrer, dans le sens de se déplacer, dans le fond, d'aller ailleurs. Donc, et là, ChatGPT a bien rendu cette difficulté-là, a bien répondu à la question. Ici, on a un non-sens, donc, à la fin, to the new reporting laws, donc ici, se soumettre aux nouvelles lois sur l'information. Donc, je demande, la question encore, c'est de demander aux étudiants, donc, est-ce que c'est peut-être une erreur de sens, puis je leur demande de justifier la réponse. Donc, peut-être que ça n'en est pas, peut-être que ça en est une. Donc, déjà, ils doivent prendre la décision, est-ce que ça en est une, ça n'en est pas. Et après, ils doivent justifier leur décision. Donc, vous voyez qu'on se rapproche tranquillement de l'esprit critique dont on parlait au début, qu'on voulait former les étudiants à cet esprit critique-là. Ben là, plutôt que de demander par une traduction, on va cibler sur des cas précis de traduction. Bon, évidemment, donc ici, il y a plusieurs façons. Le reporting en question, c'est la présentation de l'information, la communication d'information, et c'est des notions qu'on pouvait utiliser, la publication d'informations. Donc, les lois sur la publication d'informations. Donc, il fallait étoffer par rapport à qu'est-ce qu'on disait en français. Il semble que j'ai pas pris en note, là, peut-être que c'était une question que j'ai posée aux étudiants, je ne sais pas, je m'en souviens pas, mais enfin, je ne l'ai pas relevée pour vous la communiquer, mais il me semble que ce serait une question intéressante à poser aux étudiants pour un travail pratique, par exemple, pour déterminer s'ils sont capables de repérer ou de définir un non-sens. Donc, la terminologie spécialisée, je vais terminer avec ça. Donc, c'est important donc de comprendre des notions. Puis il y avait une notion, par exemple, que je leur avais montrée dans le cours, c'était market conditions, qu'on peut rendre par conjoncture et non pas par condition du marché. Donc si j'avais montré cette notion-là dans le cours, ben, c'était l'occasion pour moi, avec cette occurrence-là, de revenir avec cette notion-là, puis de leur poser la question pour voir s'ils avaient bien assimilé cette notion. Donc, je vais faire rapidement la synthèse. Donc, on a vu différentes méthodes. Je vous ai présenté des méthodes par question directe, qui portaient sur différents objets de la connaissance, donc qui sont structurés en fonction d'un dépouillement, d'une analyse du bitexte. Quels sont les résultats de cette expérience-là? Bien, je pense qu'il y a des avantages pour les apprenants et pour l'enseignant. C'est la mesure objective des compétences techniques, donc qui sont vues en classe et qui sont attendues des étudiants en traduction, et aussi des efforts à déployer dans l'apprentissage de la traduction de qualité, donc la traduction idiomatique, ou ce qu'on peut dire la traduction non mécanique. Donc, ce qui est intéressant aussi avec ce type de questions directes, c'est qu'elles invitent à l'élaboration de savoirs formels, donc qui sont construits, propres à la discipline professionnelle qui nous intéresse, à savoir la traduction. Donc, je dis, on repousse les limites de l'authenticité dans le sens qu'on va plus du côté de la théorie, hein? Dans le sens qu'on parlait de l'axe tout à l'heure, de la pratique et de la théorie. Quand on formalise les choses, on s'en va plus dans l'abstraction, donc on s'en va plus dans la théorie de ce point de vue-là. Donc, c'est intéressant d'aller aussi ailleurs que dans l'authenticité. Les inconvénients, ben, c'est sûr qu'on ne mesure pas directement la compétence en rédaction.
Mais on peut dire qu'on la mesure en phraséologie par contre, donc avec le style, avec des formulations, des tournures idiomatiques, on peut indirectement mesurer certaines compétences en rédaction. Puis aussi, un autre inconvénient, ben, c'est la préparation en amont de ces activités d'apprentissage auprès des étudiants. Ben, je dirais que c'est un inconvénient qui se transforme en avantage parce que ça nous permet de mieux scénariser nos activités d'apprentissage. Ben, pour la correction, c'est sensiblement la même durée, je dirais. Les rétroactions sont aussi peut-être moins personnalisées, plus conventionnelles. Donc, c'est peut-être, je dirais que des avantages et des inconvénients dans ce cas-là. Mais pour la correction, c'est sensiblement la même durée à peu près de correction. Donc, on ne gagne pas nécessairement en temps. Par contre, on gagne peut-être en efficacité aussi. On peut plus mesurer, on peut mieux mesurer l'acquisition de certaines. Par exemple, quand je vous ai dit, est-ce que cette notion-là est facile ou est difficile? Bien, cette mesure-là, elle est très pratique pour l'enseignant parce que c'est ça qui me permet de savoir sur quoi je vais travailler dans mes présentations à l'avenir, dans les notions que je veux transmettre aux étudiants. Donc, sujet mitigé à propos de Facebook, de ChatGPT. Les autres possibilités ouvertes, ben, j'en ai mentionné quelques-unes. Donc, l'utilisation d'un tri-texte. Donc, plutôt que d'avoir juste l'anglais, la traduction automatique, on pourrait avoir la traduction humaine, professionnelle, en parallèle avec la traduction automatique. Et à ce moment-là, on n'évalue plus nécessairement juste les écarts de traduction, mais les écarts de révision aussi qui rentrent en ligne de compte. Donc là, ça donne une autre dimension aux questions qu'on peut poser aux apprenants. Et voilà en gros, qu'est-ce que je voulais vous dire. Donc, ah oui, on peut aussi exploiter, là je ne l'ai pas fait, mais un autre aspect avec les questions directes. Là, on a exploité un bitexte, mais on peut aussi exploiter des définitions. Et d'ailleurs, les traducteurs le font régulièrement quand ils cherchent des formulations. On va consulter une définition en français, puis on s'inspire des éléments terminologiques qu'on trouve dans la définition pour reformuler notre phrase en français d'une façon plus intéressante. Et je vous donne l'exemple ici de Capital Investissement qui décrit des opérations qui consistent à prendre des participations au capital de sociétés. Vous voyez, je vous ai parlé des capitaux propres au début du cours. Ben c'est ça, c'est cette dimension-là, la participation au capital d'une société. C'est une façon de dire qu'on a un intérêt dans une société, donc on a un droit sur les bénéfices de cette entreprise-là. Donc voilà, conclusion, ben, faites preuve de créativité. Aux étudiants, ben, essayez d'éviter la facilité des outils si vous voulez apprendre à traduire. Pratiquons la traduction argumentée, donc soyons cohérents, n'oublions pas de mentionner le passage de départ, l'élément déclencheur en somme, puis l'élément d'aboutissement ou la traduction d'arrivée. Et de ne pas oublier que la traduction mécanique a toujours existé, qu'elle existera toujours. Donc, et aussi que la traduction de qualité n'est pas une marchandise en vrac. C'est un service professionnel qui répond aux besoins d'épanouissement des sociétés et des cultures du monde. Et c'est notre rôle sur ce plan-là. Donc, je vous remercie. Je vous lance une invitation aussi. Je suis aussi cofondateur, si on veut, d'un site du LINE, qui est le laboratoire d'intégration du numérique dans l'enseignement de la traduction. Et on invite les étudiants, les professionnels, à nous faire part de carnets, d'un blog, de votre opinion. Donc moi, je veux avoir votre opinion sur ce que j'ai présenté aujourd'hui. Ça peut être sur un autre sujet, ça peut être sur un sujet connexe. On est intéressé à le publier sur notre site web du LINE. Donc, vous pouvez trouver l'information à la page web qui est indiquée à l'écran, donc A7 LINE. Donc voilà pour l'invitation. Merci de votre attention. Je sais qu'on arrive assez juste dans le temps.
Mais si vous voulez, si vous avez des questions, des commentaires que vous voulez me faire part, n'hésitez pas à m'écrire par courriel. Je reste ici aussi quelques minutes pour les gens qui sont en présence. Les gens en ligne, ben, ça ira plus par courriel, j'imagine, mais merci de votre présence aux gens en ligne. J'espère que ça a été intéressant pour vous aussi. Puis, on reste en contact. J'apprécie votre présence nécessairement. Merci beaucoup. Les références aussi, si jamais ça vous intéresse. Beaucoup de merci pour les personnes en ligne, puis un grand merci depuis l'Australie péphonique. Bon, puis, oui. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci. Merci bien. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, s'il y a des questions quand même, en ligne, on peut prendre une minute ou deux. Je sais que c'est pas beaucoup, mais ou sur place, si vous avez des questions, des commentaires, est-ce que vous trouvez que c'est intéressant? Qu'est-ce que ça vous dit? Oui. Très, parce que je trouvais toujours qu'il y avait, dans beaucoup de cours, on voit les théories, on voit l'autre côté théorique, puis après on fait des exercices, les exercices c'est des traductions, mais dans les traductions, comme il y a 1000 façons de traduire un texte, on ne va pas forcément appliquer ce qu'on a vu en théorie, ça reste la théorie. Ça reste possible, mais ouais, c'est ça. Ouais. C'est possible de traduire comme ça, mais on ne peut pas être pénalisé parce qu'on a traduit autrement, parce que c'est correct. C'est ça. Puis là, je trouve que c'est vraiment intéressant de ce point de vue-là. C'est l'alignement pédagogique, c'est ça dont je vous parlais au début, c'est que, puis c'est pas tout le temps la faute des enseignants non plus, c'est que dans la préparation d'un cours, on n'a pas tout le temps la possibilité de scénariser comme il faut les cours, et c'est pas, ça demande beaucoup de temps, mais oui, effectivement, on essaie le plus possible de, tu sais, on parle beaucoup des textes qui doivent être cohérents, mais les formations aussi doivent être cohérentes, il doit y avoir des liens avec les activités, les évaluations, donc, bon. Je pense que on essaie de s'améliorer, c'est pas parfait, mais je pense que d'en prendre conscience, c'est déjà un pas vers l'amélioration. Si je peux avoir aidé mes collègues ou les futurs enseignants, ben c'est tant mieux pour moi, c'est un gain que je n'avais pas quand j'ai commencé à enseigner. Voilà. Après, c'est vrai que c'est beaucoup plus pratique pour l'enseignement à distance aussi. Oui. Il y a cet aspect-là aussi, effectivement. Puis, ce qui pourrait, je ne sais pas si c'est une idée, si je lance une idée là, ou si c'est, j'imagine, parce que je sais qu'il y a des professeurs à la faculté. Vous connaissez Catherine Ego? Non. Elle est professeure de traduction littéraire ici à l'Université de Montréal à la faculté d'éducation permanente. Fait que le cours se fait en ligne. D'accord. Donc, elle, ce qu'elle fait, c'est elle propose des présentations orales. Oui. Pour évaluer la qualité. Donc, les étudiants et étudiantes, ils ont un projet parfois c'est de traduction, ou bien de traduction argumentée au minimum. Puis, ils doivent, ou bien de révision argumentée, ils doivent réviser, puis ils ont des consignes, ils doivent présenter leur choix, puis pourquoi ils sont allés avec ce choix-là, puis ce choix-là, puis il y a des questions à la fin. Fait qu'avec cette méthode-là, il y a peut-être une manière de faire des petites présentations. Oui, effectivement, oui, ça serait une bonne idée de poser des questions différentes. Aussi, comme vous avez vu, il y avait 124 erreurs, donc il y avait 124 objets de connaissances que je pourrais tirer de ce texte-là. Donc, je pourrais en distribuer aux différentes équipes, mais on peut travailler en équipe puis faire un exposé à la suite. J'ai déjà fait des exposés en ligne aussi, ça fonctionne très bien. J'aime ça d'ailleurs. Ça donne l'occasion de rencontrer les gens, d'échanger, puis de les connaître aussi, tu sais, de voir un peu qu'est-ce qu'ils vivent. Donc, oui, très bonne idée, effectivement. Donc voilà, ben, merci beaucoup. Merci à vous, c'était vraiment bien. Puis bonne soirée à tout le monde. Oui, bonne soirée, bon retour, soyez prudentes et prudents. Oui, s'il vous plaît. Puis notre prochain atelier, ça va être le 6 mars. On va lancer la publicité demain. Ça va être sur la traduction de jeux de société, jeux de rôle avec Valérie Florentin. Ça va être en ligne, ça va être absolument en ligne parce qu'elle ne pourra pas se déplacer depuis Winnipeg. C'est un peu difficile. Puis je sais plus si elle a une très joyeuse.
Facebook. Je fais beaucoup d'études. Moi, je suis curieuse, je suis étudiante en Montréal, mais en ligne, mais présentement, j'ai commencé par la certificat, je vais faire un bac par humain, mais je vais voir en livre français, c'est quel livre que vous enseignez, peut-être? Moi, j'enseigne traduction économique et politique. La méthodologie, je l'ai déjà enseignée, Si tu écris et administrative, non. tu vois, à Je l'automne, suis directeur de programme, donc je suis dégagé un peu de la série pour ça. Mais j'ai commencé en donnant ces cours-là. Puis là, dans le fond, le seul que je garde vraiment, c'est traduction économique et française, c'est celui-là que je donne. Puis ça, c'est comme en troisième année, j'imagine, Oui, quand c'est on fait ça, le bac. c'est cours d'automne aussi, de l'automne. OK, parce que moi, j'ai eu en méthodologie Anne-Marie Abraham. J'ai commencé dans cette école-là, c'était une française. Anne-Marie Abraham, Donc, ça Ravella, peut-être? Oui, à mon Dieu. C'est un peu éloigné. Non, mais c'est juste à l'automne, mais genre. Ok, non, mais c'est vrai. oui.